C'était en plein milieu de l'hiver. Et cela faisait déjà 6 jours entiers que je n'avais absolument rien mangé. Je n'étais pas du tout en retraite, ni même dans une clinique spécialisée. J'étais simplement chez moi, avec mon agenda, mon travail quotidien et tous mes engagements habituels. Et le 6e jour, je me suis assis pour travailler, j'ai regardé fixement l'écran et j'ai pensé, cela faisait vraiment très longtemps que je n'avais pas eu une clarté d'esprit aussi limpide et profonde. Pour être tout à fait honnête, je n'avais absolument pas faim. Je ne ressentais aucun vertige et je n'avais pas non plus ce brouillard mental qui apparaît quand on passe quelques heures sans manger. Au contraire, la réalité était exactement l'inverse. Et je me suis alors posé une question fondamentale à laquelle je n'ai toujours pas fini de répondre si, après 6 jours entiers sans rien manger, notre organisme semble fonctionner bien mieux qu'au tout début. Quelle peut bien être la véritable limite de ce mécanisme fascinant? Où se trouve le plafond? Et pour quelle raison est-ce que personne ne nous parle jamais de tout cela? Un moine indien nommé Prahlad Jani a été admis en 2003 dans une unité de soins intensifs de l'hôpital Sterling d'Ahmedabad et il avait 83 ans. 30 médecins militaires de l'Institut de défense de physiologie l'ont gardé sous observation pendant 10 jours. Et durant cette période, ils ne lui ont donné aucune nourriture ni de boisson. Ils l'ont maintenu en permanence relié à des moniteurs cardiaques, lui ont fait des analyses de sang approfondies chaque jour, et l'ont surveillé en continu par vidéo. Et à la fin de ces 10 jours, les signes vitaux du moine restaient parfaitement stables. Ses reins fonctionnaient normalement, et son cerveau fonctionnait toujours aussi bien. Et la science ne l'a pas réfuté. Elle n'a simplement pas su quoi en faire. Et aussi, un docteur en chimie suisse nommé Michael Werner, qui était directeur d'un institut pharmaceutique, a été observé dans une unité de soins intensifs hospitalières pendant 10 jours en 2004 avec des résultats similaires. Et la même chose est arrivée à un Israélien nommé Ray Maor. Dans ce contexte précis, le docteur Ilan Kitsis, du Tel Aviv Sourasky Medical Center, a décidé de le maintenir sous une surveillance cardiologique directe, lui faisant également passer des analyses de sang chaque jour et une surveillance vidéo continue pendant 8 jours. Aucun de ces cas mentionnés n'a été formellement réfuté jusqu'à présent, mais aucun d'eux n'a non plus été pleinement vérifié avec toute la rigueur exigée par les standards de la science moderne. Et cette ambiguïté que nous utilisons très fréquemment pour mettre un terme définitif à une discussion, aujourd'hui je vais l'utiliser pour accomplir exactement le chemin inverse, pour ouvrir la conversation. Parce que la question importante n'est pas de savoir si ces cas sont réels. Ce n'est pas non plus de savoir si on nous a trompés ou non. La question qui se pose ici est donc la suivante. Quel mécanisme biologique spécifique devrait exister pour que cela soit possible ? Et il s'avère que ce mécanisme existe bel et bien. Il a un nom précis. Il a même été récompensé par un prix Nobel. Et tu peux l'activer de manière tout à fait contrôlée et sûre. Et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, tu comprendras enfin ce qui se passe véritablement dans ta biologie, lorsque l'apport externe d'énergie s'arrête. Pourquoi cette coupure n'est pas une crise, mais un mode de fonctionnement alternatif, pour lequel ton corps est préparé depuis des millions d'années. Et nous allons voir comment l'activer de façon progressive, de manière vérifiée et sans le moindre drame, pour que ton matériel fasse exactement ce qu'il sait faire, quand tu lui laisses enfin l'espace nécessaire pour le faire. Mais pour commencer, je vais te raconter les 3 cas avec la rigueur qu'ils méritent. Ni plus ni moins. Prahlad Jani d'abord. Il s'agissait d'un moine originaire de l'État du Gujarat, en Inde. Et il prétendait avec assurance ne pas avoir mangé ni bu depuis plusieurs décennies. Et en 2003, le docteur Sudhir Shah a coordonné une observation de 10 jours à l'hôpital Sterling d'Ahmedabad, avec une équipe composée de 30 médecins militaires de l'Institut de défense de physiologie. Au cours de l'année 2010, il a été soumis à une seconde observation d'une période de 15 jours consécutifs avec une équipe plus large.
Et les résultats pour chacune de ces deux expériences ont été qu'aucune ingestion n'a été documentée pendant toute cette période, et qu'aucun changement physiologique significatif n'a été observé dans les marqueurs de base. Mais il faut aussi dire d'autres choses. Le docteur Shah avait un conflit d'intérêts documenté. Il était un fervent défenseur du phénomène qu'il étudiait, et les protocoles de surveillance auxquels Prahlad Jani a été soumis présentaient des failles méthodologiques que d'autres chercheurs ont publiquement signalées. Et les résultats n'ont jamais été publiés dans une revue scientifique à comité de lecture. Jamais. Mais cela ne signifie pas que les résultats soient faux. Cela signifie que nous n'avons aucun moyen de les vérifier selon les standards exigés par la science. Et le cas de Michael Verwerner est méthodologiquement plus rigoureux à certains égards. Il était docteur en chimie et directeur d'un institut pharmaceutique suisse, et, par conséquent, c'était quelqu'un avec une véritable formation scientifique qui a décidé de se soumettre à une observation clinique en soins intensifs pendant 10 jours en 2004. Et les résultats avec Werner ont été similaires à ceux de Gianni, mais Werner a publié un livre, pas un article de recherche. Et un livre, aussi rigoureux que soit son auteur, ne passe pas par une relecture par les pairs. Le cas le plus solide des trois est celui de Ray Mahor. Il s'agit d'un Israélien qui a passé 8 jours sous surveillance vidéo constante avec des analyses de sang quotidiennes et une supervision cardiologique directe. Et c'est le cas qui présente la plus grande densité de données vérifiables, mais il n'a toujours pas été publié avec une relecture par les pairs. Par conséquent, ce sont les 3 cas les plus connus et aucun n'a été réfuté, mais aucun d'entre eux n'a non plus été correctement vérifié. Et maintenant vient la question qui me semble la bonne. Et cette question, comme je te le disais il y a quelques minutes, n'est pas de savoir si ces hommes ont menti. Et ce n'est pas non plus de savoir si les médecins qui les ont observés étaient ou non incompétents. La question est, qu'est-ce qui devrait être vrai dans la biologie humaine pour que quelque chose comme cela soit possible? Et c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Parce que lorsque le corps humain se retrouve sans apport externe d'énergie, il s'avère qu'il ne s'éteint pas. Il met en marche un mécanisme complexe. Et il active un système de recyclage interne d'une incroyable sophistication technologique qui continue de nous laisser totalement pantois et admiratifs. Un système qui est resté actif depuis plus d'1 milliard d'années, depuis le moment précis où la vie sur Terre a franchi le cap décisif qui a absolument tout transformé. Des cellules simples, sans noyau, sans compartiments internes, comme le sont les bactéries et les organismes les plus primitifs que nous connaissons, à des cellules dotées d'une architecture interne complexe, des cellules avec leur propre noyau pour stocker l'ADN, des cellules avec des mitochondries, avec un réticulum endoplasmique et une machinerie interne différenciée. Ces cellules bien plus complexes sont appelées eucaryotes. Un terme qui vient du grec ancien « u » signifiant vrai et « karyon » qui veut dire noyau. Et parmi les divers systèmes biologiques qui sont apparus avec elles, l'un des plus anciens et des mieux conservés au cours de toute l'évolution est l'autophagie. Un processus tellement utile et tellement essentiel que l'évolution ne l'a quasiment pas modifié depuis plus d'1 milliard d'années. Et cela, en biologie, n'est pas un détail anodin, c'est le signe le plus clair que nous sommes face à quelque chose dont l'organisme ne peut pas se passer. Et c'est un système qui, dans des conditions normales, est presque toujours partiellement inhibé, car il y a toujours quelque chose qui arrive de l'extérieur. En 2016, le chercheur Yoshinori Ohsumi a reçu le prestigieux prix Nobel de physiologie ou de médecine pour avoir réussi à découvrir précisément comment ce processus biologique fonctionne. Mais ce n'était pas le premier prix Nobel lié à ce mécanisme. En 1974, le Belge Christian de Duve avait déjà reçu le même prix pour avoir découvert le lysosome, qui est la structure où la cellule démonte et recycle son propre matériel. De Duve a réussi à identifier l'usine de traitement, et Ohsumi a découvert toute la logistique qui l'alimente. En d'autres termes, ce sont 2 approches différentes qui ont mérité 2 prix Nobel en racontant une seule et même histoire. Et il se trouve que cette histoire n'est pas encore terminée.
Et maintenant, transportons-nous pour un court instant en Belgique, en 1955. Dans le laboratoire de l'Université catholique de Louvain, un chercheur passionné se penche attentivement sur le fonctionnement précis de l'insuline. Son nom est Christian de Duve et, alors qu'il travaille, il tombe soudainement sur quelque chose qu'il ne cherchait pas. Et à l'intérieur des cellules de foie de rat, avec lesquelles il travaillait, il finit par découvrir une structure inédite que personne n'avait décrite jusque-là. Il s'agissait d'un type de compartiment entouré d'une membrane et entièrement rempli de diverses enzymes. Ces protéines spécialisées dans la décomposition biochimique d'autres protéines, de lipides et de glucides. Et c'était un compartiment dont la seule et unique fonction semblait être de décomposer et de détruire du matériel cellulaire. De Duve l'a ainsi nommé lysosome, venant du grec lysis, dissolution, et soma, corps. C'est le corps qui dissout. Et la communauté scientifique l'a accueilli avec curiosité, mais sans vraiment comprendre ce qu'il faisait là. Parce qu'il se demandait aussi pourquoi la cellule a-t-elle besoin d'une structure dédiée à la destruction de ses propres composants. N'est-ce pas quelque chose de contre-productif? N'est-ce pas suicidaire? Cependant, en 1974, le comité Nobel a finalement donné raison à Christian de Duve et lui a décerné le prix Nobel de physiologie ou médecine pour sa découverte du lysosome. Mais il restait encore, à cette époque, de nombreuses questions sans réponse. Et en particulier, il y avait une question à laquelle ce prix Nobel n'avait pas répondu. Et c'est une question qui est restée ouverte pendant des décennies. La question est: comment le matériel arrive-t-il au lysosome? Et il est évident que l'usine de traitement existe. Elle est là, à l'intérieur de chaque cellule, avec ses enzymes prêtes et sa machinerie préparée. Mais personne ne savait qui collecte le matériel. Personne ne savait non plus comment il est emballé et personne ne savait ce qui décide de ce qui est détruit et de ce qui est conservé. Absolument personne ne savait non plus s'il existe un système de sélection rigoureux, une logistique complexe ou un protocole précis. Pendant plus de 30 ans, cette question est restée totalement sans réponse, jusqu'au début des années 80, et c'est finalement à Tokyo qu'ils y ont répondu. Un chercheur dans un petit laboratoire de l'université de Tokyo étudiait quelque chose que personne ne considérait comme important. Il ne disposait pas de moyens financiers importants et n'avait pas non plus une équipe de grande envergure. Ce qu'il avait, c'était un microscope à fond clair, des cultures de levure, et une énigme restée sans réponse, qui attendait depuis 30 ans que quelqu'un prenne le temps nécessaire pour la poser correctement. Le nom de ce chercheur est Yoshinori Ohsumi. Et les questions qu'il se posait étaient exactement les mêmes que celles que de Duve avait laissées en suspens. Que fait la cellule de ses propres déchets avant qu'ils n'atteignent le lysosome? Comment le matériel endommagé disparaît-il? Où va-t-il? Qui se charge de l'éliminer? Alors, qu'a donc fait Ohsumi? Il a pris la décision de chercher la réponse là où absolument personne n'avait encore regardé. Juste ici, à l'intérieur de la vacuole de la levure. Et tu vois, la vacuole est l'équivalent fonctionnel du lysosome dans les cellules de levure. Et les chercheurs de l'époque la considéraient essentiellement comme une décharge, une sorte de compartiment où les choses allaient mourir et, par conséquent, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt scientifique pour ces décharges. Mais Ohsumi a pensé différemment. Si la vacuole est l'endroit où les choses vont se décomposer, et si nous bloquons les enzymes qui les décomposent, qu'allons-nous voir s'accumuler à l'intérieur? Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a bloqué les protéases, c'est-à-dire les enzymes dégradantes, en les rendant inactives dans des cellules de levure soumises au jeûne. Et une fois cette manipulation terminée, il a observé l'échantillon attentivement au microscope et ce qu'il a alors découvert sous ses yeux a changé la biologie cellulaire à tout jamais. Et surtout, cela l'a changé pour toi et pour moi. Tu vois, la vacuole était en train de se remplir. Depuis le cytoplasme, de petites vésicules chargées de matériel cellulaire
de protéines endommagées, de fragments d'organites et de mitochondries détériorées arrivaient et fusionnaient avec la vacuole, y déposant leur contenu pour être traités. Ce qu'Osumi observait n'était pas une décharge, mais une usine de recyclage. Mais pas seulement cela, une usine de recyclage active, régulée et dotée d'une logistique interne d'une précision absolument extraordinaire. Et c'était enfin la réponse tant attendue à la question que de Duve avait laissée ouverte plus de 3 décennies auparavant. Tout cela se trouvait là, juste devant ses propres yeux. Et ce n'était pas un simple processus de destruction qui se produisait, mais un véritable système de collecte, de tri et de réutilisation d'une sophistication telle que absolument personne n'aurait pu l'imaginer jusqu'alors. Le matériel n'arrivait pas au lysosome par accident. Il arrivait parce qu'il existait tout un protocole, des membranes qui se formaient, des vésicules qui se refermaient, des signaux moléculaires qui décidaient de ce qui devait être collecté ou non, le tout fonctionnant avec la précision d'une chaîne logistique de haute ingénierie. Osumi observait l'autophagie, pour la première fois en temps réel directement sous ses yeux. Autophagie est un mot qui vient du grec, autos, soi-même, et phagin, manger. La cellule en train de se manger elle-même. Mais cette traduction littérale est trompeuse, car elle suggère une destruction. Et pourtant, ce que le chercheur Osumi voyait n'était pas une destruction. C'était en réalité un moyen d'entretien. Et ici, laisse-moi te donner une image pour t'aider à comprendre la situation. Imagine une ville, une très grande ville, avec des millions d'habitants, des bâtiments, des infrastructures et des machines complexes qui fonctionnent de jour comme de nuit. Et cette ville génère continuellement des déchets. Elle produit des bâtiments qui se dégradent avec le temps, des machines qui s'usent, et elle a 2 options. Accumuler tout ce matériel jusqu'à ce que la ville finisse par s'effondrer sous son propre poids. Ou avoir un système de collecte, de tri et de réutilisation, qui transforme les déchets en matières premières pour pouvoir construire de nouveaux éléments essentiels. Eh bien, ta cellule, c'est exactement cette ville. Le lysosome, c'est-à-dire ce que de Duve a découvert en 1955, est la véritable usine de traitement, et l'autophagie, ce qu'Osumi a découvert en 1988, c'est tout le système logistique essentiel qui l'alimente. Les phagophores, qui sont les structures qui initient le processus, sont des membranes qui se forment dans le cytoplasme et commencent à envelopper le matériel qui va être traité. Et tu peux les imaginer comme les camions de collecte qui partent ramasser les déchets. Et les autophagosomes sont le résultat de cet enveloppement. Ce sont des vésicules fermées qui contiennent le matériel collecté et le transportent jusqu'à leur destination. Et les lysosomes sont la véritable usine de traitement et de recyclage. Comme je te le disais, c'est-à-dire des compartiments spécialisés remplis d'enzymes qui décomposent minutieusement tout le matériel en ses composants de base essentiels, les acides aminés, les acides gras et les nucléotides. Et tous, absolument tous, sont désormais prêts à être réutilisés. Donc, ce ne sont pas de simples déchets, comme on le pensait autrefois. Il s'agit en réalité de précieuses pièces de rechange. Et lorsque ta cellule démonte une protéine endommagée, elle ne l'élimine pas, elle la transforme en acide aminé dont elle a besoin pour fabriquer une nouvelle protéine. Et lorsqu'elle démonte une mitochondrie détériorée, elle récupère les lipides de sa membrane, les métaux qu'elle contient et les composants qui sont encore utiles. L'efficacité de ce processus biologique complexe est telle qu'en cas de jeûne très prolongé, le corps humain peut maintenir la synthèse de protéines essentielles pendant plusieurs jours en utilisant exclusivement du matériel cellulaire entièrement recyclé. Et c'est précisément ce que le chercheur japonais Yoshinori Osumi a observé pour la première fois en 1988 dans une levure en utilisant un microscope à fond clair. C'est en 1993 qu'il a officiellement publié la découverte majeure des 15 gènes clés qui régulent l'autophagie chez la levure. Ces gènes, nommés ATG pour Autophagy Related, ont marqué un tournant historique. Ce fut précisément le moment décisif où ce mécanisme biologique complexe cessa d'être simplement observé de loin
pour devenir enfin une véritable carte moléculaire complète et détaillée de tout le processus. Et en 2016, le Comité Nobel lui a donné raison avec la plus haute distinction qui existe en science. En 1955, De Duve a découvert l'usine de traitement. En 1988, Osumi a découvert toute la logistique qui l'alimente. Il s'est écoulé un total de 33 ans entre les deux découvertes et 61 ans entre la première et le deuxième prix Nobel. Comme vous pouvez sans doute l'imaginer, la science n'est pas pressée, mais quand elle arrive avec une force incroyable. Et maintenant, voici venir le lien crucial qu'aucune vidéo sur l'autophagie ne fait de manière explicite. Tu te souviens des trois cas dont je te parlais au début de la vidéo? Jannie Werner est mort. 30 médecins observant des moniteurs, des signes vitaux qui restaient stables chez des personnes qui ne mangeaient ni ne buvaient pendant des jours. Et la question de savoir ce qui devrait être vrai en biologie pour que quelque chose comme cela soit possible. Eh bien, voici la réponse partielle. Et j'insiste sur le mot partiel car il faut être précis sur ce que l'autophagie explique et ce qu'elle n'explique pas encore. C'est-à-dire que la science n'a pas encore clos ce dossier. Et tu verras, ce que cela explique, c'est que le corps humain peut maintenir des fonctions vitales pendant des jours sans apport externe, en utilisant du matériel recyclé provenant de ses propres cellules. Et cela est documenté et, en plus, a valu un prix Nobel. Par conséquent, il n'y a ici aucune spéculation. Et ce que cela n'explique pas, ce sont ces semaines ou mois sans apport, mais avec des signes vitaux stables. C'est-à-dire que l'autophagie est un système de recyclage extraordinairement efficace, mais le matériau recyclable n'est pas infini. Et lors de jeûnes très prolongés, au-delà de ce que les études cliniques contrôlées ont pu vérifier en toute sécurité, le corps commence à utiliser des protéines structurelles comme substrat énergétique. Et il ne le fait pas de manière immédiate ni dramatique. Mais cette limite existe, et elle est bien là. Et c'est là que réside le problème de fond dans les cas de Jannie, de Werner et de Mort. Un adulte au repos consomme environ 1500 à 2000 kilocalories par jour pour maintenir ses fonctions vitales. L'autophagie peut permettre de générer de l'énergie supplémentaire en recyclant des composants cellulaires qui ont été endommagés. Mais ce matériel a, comme je l'ai mentionné précédemment, une masse tout à fait finie. Et les études actuellement disponibles documentent des bénéfices ainsi que le maintien des fonctions sur des périodes de quelques jours, mais pas de semaines, et absolument pas envisageable sur des mois, et encore moins sur des années. Le fait d'extrapoler ce qui se passe en 72 heures à ce que ces cas décrivent pendant des semaines, cela ne relève pas de la science, c'est un saut conceptuel qu'aucun mécanisme connu ne peut encore combler. C'est pourquoi le dossier demeure encore ouvert. Non pas parce que l'autophagie échoue en tant qu'explication partielle, mais parce qu'entre ce qu'elle explique et ce que décrivent les cas documentés, il y a un écart que la science ne sait pas encore comment mesurer. Et il se peut que ces cas aient une explication pour laquelle nous n'avons pas encore d'instrument de mesure. Mais il se peut aussi qu'une partie de ce qui a été observé soit méthodologiquement imprécise. Il se peut que les deux choses soient vraies en même temps. La science, tu vois, ne doit pas choisir une réponse lorsqu'elle n'a pas les données pour le faire. Pour te l'expliquer autrement, lorsque l'apport externe d'énergie tombe à zéro, l'autophagie n'entre pas en mode d'urgence tardif. C'est tout simplement le premier système qui s'active. Le corps n'attend pas d'être à court de glucose pour commencer à recycler. Il le fait avant et il le fait avec une efficacité qui augmente à mesure que le jeûne se prolonge et non qui diminue. Et ce que les médecins qui ont observé ces cas ont pu documenter, c'est le maintien des fonctions vitales sans apport alimentaire pendant une période de plusieurs jours, ce qui est parfaitement compatible avec une autophagie de haute intensité soutenue, mais cela n'est ni prouvé ni vérifié selon les standards rigoureux exigés par la science. Par conséquent, nous ne pouvons que dire que cela pourrait être compatible.
Et il faut savoir que la différence entre compatible et prouvé en science est absolument considérable. Ce qui a été en revanche prouvé avec revue par les pairs et réplication. En dehors de ces considérations spécifiques, entre 16 et 24 heures de jeûne, l'autophagie basale commence à s'activer de façon tout à fait mesurable. Entre 24 et 72 heures, elle atteint des niveaux cliniquement significatifs et entre 3 et 7 jours avec une supervision médicale adéquate. Les diverses études scientifiques mettent en évidence des marqueurs clairs de régénération cellulaire avec une réduction des protéines oxydées, l'élimination des agrégats protéiques et un processus complet de renouvellement mitochondrial. Et il est important de noter que cela ne se produit absolument avec aucune autre intervention connue au cours de cette période temporelle spécifique. Absolument aucun complément alimentaire, aucun protocole d'exercice physique et aucune intervention pharmacologique ne parvient à produire, dans ce laps de temps si court, les effets profonds que le jeûne prolongé déclenche sur l'autophagie. Et ici, je veux vraiment m'arrêter un instant avec toi, parce que ce que je viens de te dire a une implication majeure. Et avant de continuer, je pense que cela vaut la peine que tu retiennes cela de cette partie de la vidéo. Si l'autophagie est le système de maintenance le plus puissant dont dispose ta biologie, et si ce système est partiellement inhibé chaque fois que tu manges, parce que la présence d'acides aminés et de glucose dans le sang active le mTOR, qui est l'interrupteur moléculaire qui éteint l'autophagie, alors manger 3 fois par jour n'est pas de la physiologie, c'est simplement une décision culturelle qui a été prise à un moment donné de l'histoire. Et cette décision a un coût biologique réel. Tu vois, je ne suis pas en train de te dire de ne pas manger. Ce que je te dis, c'est que ton propre corps possède en fait un second mode de fonctionnement alternatif, et que ce mode, à cause de l'alimentation continue, reste quasiment tout le temps désactivé. Et lorsque ce mode s'active suffisamment longtemps, il se produit des choses que de Duve a pressenties en 1955, Korsumi a observé en 1988, que j'ai moi-même expérimenté pendant 6 jours d'hiver avec mon emploi du temps habituel, et que Gianni, Werner et Mahor ont poussé à un extrême que la science ne sait toujours pas comment classer. Et cette question, celle des mécanismes que possède le corps humain que nous n'avons pas fini de cartographier, ne débute pas avec Gianni à Ahmedabad en 2003, ni avec Werner en Suisse en 2004, ni avec Mahor à Tel Aviv en 2008. En réalité, cela commence bien plus tôt, plusieurs siècles auparavant, dans les hôpitaux médiévaux, dans le calme des couvents ou encore dans des chambres surveillées par des médecins d'autrefois. Ces derniers ne disposaient pas des instruments modernes que nous possédons aujourd'hui, mais ils avaient leurs propres yeux et ils ont noté par écrit tout ce qu'ils ont vu. Et ce qui va suivre n'est pas de la science au sens strict du terme, mais ce n'est pas non plus une légende. C'est le même dossier que tu viens de lire, étendu vers le passé, jusqu'où la documentation le permet, et il mérite la même rigueur que celle que nous avons appliquée à tout le reste. Et ici, je vais te demander de changer de registre avec moi un instant, car ce qui va suivre n'est en réalité pas de la science au sens strict du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'article avec relecture par les pairs, pas de protocole de soins intensifs, pas d'analyse sanguine quotidienne et pas de laboratoire non plus. Et pour étayer mon propos, je vais me référer précisément à des observations historiques documentées concernant des êtres humains qui, dans des conditions de foi soutenues et de vie contemplative profonde, ont décrit, et dans certains cas ont également été examinés médicalement pendant de très longues périodes, une absence totale et prolongée d'ingestion de nourriture. Tu vois, je ne viens pas te dire que c'est un miracle, je ne viens pas te dire que c'est impossible. Ce que je viens te dire, c'est que cela existe, que c'est documenté avec la rigueur que permettait chaque époque et que la biophysique moderne n'a pas les instruments pour le réfuter. Et cet aspect précis, pour un ingénieur, n'est pas du tout un motif suffisant pour l'ignorer, mais représente plutôt une raison de le garder ouvert et de l'observer. Il y a 3 choses, ou plutôt 3 situations particulières qui m'ont semblé mériter amplement de figurer dans ce dossier. Le tout premier cas est celui de Lidwina de Schiedam. C'est une femme qui a vécu aux Pays-Bas au cours du XVe siècle et, à l'âge de 15 ans seulement,
elle a fait une chute brutale sur la glace qui lui a brisé plusieurs côtes, ce qui a malheureusement déclenché une maladie progressive qui l'a finalement laissé totalement alité pour tout le reste de sa vie. Les nombreux documents historiques de l'époque, y compris les témoignages détaillés de médecins et des autorités civiles de Schiedam, décrivent avec précision que durant les toutes dernières années de sa vie, qui s'est prolongée jusqu'à l'âge de 53 ans, elle a subsisté exclusivement et miraculeusement en recevant l'Eucharistie. C'est le cas le plus ancien et méthodologiquement le plus faible. Au XVe siècle, comme je te le disais, il n'existait ni unité de soins intensifs, ni laboratoire, ni la capacité d'enregistrer en vidéo. Mais cet événement possède en réalité quelque chose que les cas modernes n'ont pas, des décennies d'observation continue par toute une communauté locale, avec des registres civils et ecclésiastiques, qui ont miraculeusement survécu jusqu'à aujourd'hui. Le deuxième cas est celui d'Alexandrina de Balazar. Dans ce cas, nous partons au Portugal et au XXe siècle. Et ici, la documentation change de catégorie. En 1942, Alexandrina a été admise à l'hôpital de la Casa de Saúde de Foz do Douro à Porto pendant 40 jours. Et ce n'était pas un couvent, c'était un hôpital avec des médecins civils, des infirmières et des dossiers médicaux qui sont encore conservés aujourd'hui. Et pendant toute la durée de ces 40 jours, une équipe de médecins spécialisés a documenté le fait qu'elle n'a ingéré absolument aucune nourriture solide ni liquide, à l'exception notable de la réception quotidienne de la Sainte Eucharistie, et que son poids corporel est demeuré parfaitement stable et inchangé. Les rapports médicaux détaillés, comme on peut s'y attendre, sont conservés dans les archives de l'hôpital et dans les documents officiels du procès de béatification, qui inclut notamment une expertise médicale indépendante commandée par le Vatican. Le docteur Henrique Canon, l'un des médecins qui a supervisé la période pendant laquelle elle est restée à l'hôpital, a déclaré publiquement qu'il n'a trouvé aucune explication physiologique à ce qu'il observait. Elle est restée 40 jours dans un hôpital avec des médecins civils et de nombreux dossiers qui sont conservés. Et voilà l'information. Et le troisième cas est celui de Thérèse Neumann. Thérèse est née en Bavière, en Allemagne, également au XXe siècle, et son cas est le plus documenté des trois et celui qui a reçu le plus d'attention médicale au cours de sa vie. Thérèse Neumann a affirmé n'avoir ingéré aucun aliment solide depuis l'année 1922 et aucun liquide depuis l'année 1926, à l'exception unique de la Sainte Eucharistie quotidienne. Et elle a vécu ainsi jusqu'en 1962. Cela signifie donc qu'elle est restée durant 36 longues années sans rien manger ni même boire. En 1927, l'évêque de Ratisbonne a autorisé une observation médicale de 2 semaines à son domicile, avec une surveillance continue d'infirmières et de médecins. Et le docteur Fritz Gertlich, journaliste et plus tard martyr sous le régime du nazisme, qui n'était d'ailleurs pas un croyant naïf, a documenté l'intégralité de ce cas extraordinaire avec une rigueur scientifique tout à fait inhabituelle pour l'époque. Et en 1929, a publié un ouvrage détaillé présentant les résultats complets de son observation. Tout au long de sa vie, Thérèse Neumann a été examinée par plusieurs médecins, parmi lesquels figuraient le docteur Leopold Spiegel ainsi que le docteur Ewald Hein. Tous ont rédigé des rapports détaillés sur son état de santé. Aucun d'entre eux n'a jamais pu trouver la moindre preuve d'une ingestion cachée, et aucun n'a été en mesure de donner une explication physiologique qui soit satisfaisante. Et maintenant se pose alors la question biophysique fondamentale qui découle de ces trois cas. Quelles conditions devraient être réunies dans la biologie humaine pour que quelque chose de ce genre soit véritablement possible, même si ce n'était que très partiellement? Et pour y répondre, il existe 2 axes de recherche, bien qu'aucun d'entre eux ne réponde directement à la question posée, mais qui la rendent au moins, qui la rendent un peu moins impossible à formuler. La première provient du travail de Gerald Pollack à l'université de Washington. Ses études approfondies et ses découvertes sur l'eau structurée, nommée la fameuse zone d'exclusion ou OEZ,
Le professeur Pollack a démontré que l'eau, lorsqu'elle entre en contact direct avec des surfaces hydrophiles, comme les membranes cellulaires, adopte alors une phase ordonnée unique. Cette phase possède des propriétés électriques différentes de celles que l'on observe dans l'eau libre. Et cette eau, qu'il a appelée EZ, peut absorber l'énergie de l'environnement, y compris les photons infrarouges, et peut la convertir en travail électrochimique. Et cela, c'est de l'énergie réelle. Mais est-ce réellement suffisant pour soutenir les fonctions vitales pendant des semaines ou même des mois sans aucune ingestion? Eh bien, nous ne le savons pas encore avec certitude. Ce que Pollack a mesuré en laboratoire est parfaitement réel et tout à fait mesurable. Mais il y a une différence absolument fondamentale et majeure entre ce qu'une membrane cellulaire peut capter dans une expérience contrôlée et ce qu'un corps humain entier devrait capter pour se maintenir durablement en vie pendant des semaines ou des années sans manger. C'est comme comparer les performances d'un moteur sur un banc d'essai avec ce que ce même moteur doit fournir sur une vraie route avec de la charge, des pentes et une température variable. Le principe fonctionne, mais savoir si cela fonctionne à la même échelle, ça, nous ne le savons pas encore. Ce qui est tout à fait clair, en revanche, c'est que la question suivante mérite d'être posée. Le corps dispose-t-il de voies énergétiques qui ne dépendent pas de l'apport de calories provenant de l'extérieur? Cette idée ne semble plus du tout absurde à partir du moment où l'eau structurée de tes propres membranes biologiques réussit à capter et à transformer directement l'énergie ambiante. Et la deuxième piste vient de quelque chose qui, cette fois, est mieux documenté. Les états contemplatifs profonds, c'est-à-dire la méditation de haute intensité, la prière soutenue ou le recueillement spirituel extrême, produisent des changements physiologiques mesurables, entraînent une réduction de la consommation d'oxygène, une diminution du rythme métabolique basal, ainsi que des modifications de la cohérence cardiaque et des schémas d'activité cérébrale. Et il faut bien comprendre que tout cela ne se produit dans aucun autre état connu. Tu vois, je ne suis pas en train de dire que la foi réduit le métabolisme au point d'expliquer des décennies sans ingestion de nourriture. Ce que je te dis, c'est que l'état physiologique particulier dans lequel vivaient ces personnes, avec une vie contemplative profonde, une quasi-immobilité permanente et une absence de stress métabolique due à une activité intense qu'elles n'avaient pas, crée des conditions spécifiques que le métabolisme basal standard n'est pas capable de capter. Et il semble que le fait que la combinaison d'une autophagie soutenue, de l'utilisation de l'eau structurée comme source d'énergie alternative et d'un métabolisme basal réduit par des états de méditation et de contemplation profond ne permettent pas d'expliquer totalement ces cas, mais contribuent à les rendre moins inexplicables. Je sais que cela peut te sembler un peu étrange, mais c'est ainsi que je vois les choses, et je ressens le besoin de le partager avec toi aujourd'hui. Et il y a une dernière chose que je veux te dire avant de continuer. Ces cas extraordinaires, ceux de Lidvina Alexandrina ou Teresa Neumann, ne sont pas de simples curiosités historiques. Ce sont des observations d'êtres humains réels examinés par des médecins tout à fait sérieux qui ont produit des données que absolument personne n'a jamais pu expliquer de manière satisfaisante depuis des siècles. Et la science moderne a deux options fondamentales lorsqu'elle est confrontée à des données qu'elle ne peut pas expliquer: les ignorer ou les étudier. Historiquement, elle a choisi la première option, mais moi, je privilégie personnellement la seconde. Parce que la biophysique ne doit absolument pas clore ce dossier de manière définitive. Elle doit au contraire le garder grand ouvert et le maintenir ainsi avec une question qui me semble être la plus transparente, que je puisse te poser aujourd'hui. La question est donc la suivante. Et si la limite réelle du jeûne humain nous était encore inconnue parce que nous n'avons jamais eu les instruments de mesure adéquats pour l'évaluer avec précision? Et je vais faire une petite pause un instant ici, parce que ce que tu viens d'entendre tout au long de ces dernières minutes, je peux vous assurer que tu ne le trouveras structuré de cette manière précise absolument nulle part ailleurs sur Internet ou dans les livres,
Et non pas parce que c'est un secret, mais parce que personne n'a pris le temps de s'asseoir avec les preuves disponibles, de séparer ce qui est vérifié de ce qui reste ouvert et de tout relier à ce qui se passe dans la biologie cellulaire lorsque l'apport externe d'énergie s'arrête. Et c'est précisément ce que j'essaie toujours de faire sur cette chaîne YouTube avec chaque nouvelle vidéo. Et maintenir ce niveau d'exigence a un coût extrêmement important et réel en temps, en accès aux articles scientifiques, en longues heures de lecture et de vérification, ainsi qu'en de nombreuses heures de rédaction et de correction, avant que je ne m'installe enfin devant cette caméra pour m'adresser directement à toi. Et ensuite vient le montage et la documentation pour la publication. Si ce que tu découvres ici change profondément ta façon de comprendre ton propre corps, si tu as vraiment l'impression de consulter un manuel d'utilisation complet et pas simplement de regarder une vidéo, sache qu'il existe une excellente façon de soutenir ce travail pour qu'il puisse continuer à se développer. C'est en devenant dès maintenant membre de la chaîne. Et je ne t'invite pas à t'abonner pour accéder à du contenu premium. Je t'invite donc à devenir dès maintenant un mécène de la chaîne avec une petite contribution volontaire et je te propose de prendre la décision de dire « Ce travail important mérite vraiment de continuer et je veux absolument faire partie de tout ce qui le rend possible aujourd'hui. » En échange, tu auras également accès à une communauté plus proche, à des conversations plus directes et à des réponses plus approfondies à tes questions. Et quelque chose que je construis petit à petit, une sélection de ressources vérifiées sur lesquelles je travaille afin de pouvoir les mettre à disposition de la communauté. Ce sont les produits dont je parle sur la chaîne, dont je connais la qualité et pour lesquels je peux répondre personnellement. Et ce sera aussi un endroit où tu auras un accès et des tarifs prioritaires. Si tu veux franchir cette étape, je t'en serai profondément reconnaissant. Tu trouveras le lien juste ici, sous l'écran, dans la description de la vidéo et aussi sur la page d'accueil de la chaîne. Mais si ce n'est pas le bon moment pour toi, ne t'inquiète pas, car cette chaîne reste la tienne exactement comme avant. Rien ne change dans ce que tu reçois et recevras ici. Merci beaucoup et on continue. Et maintenant, place à l'ingénierie. Tout ce que tu as entendu jusqu'à présent, les cas documentés, le prix Nobel d'Ozumi ou le dossier des saints, tout cela a un dénominateur commun. Le corps humain possède un mode de fonctionnement alternatif que l'alimentation continue maintient presque toujours désactivé. Et ce mode, lorsqu'il est activé de manière progressive et contrôlée, produit des effets qu'aucune autre intervention connue ne produit dans le même laps de temps. Et la question pratique que nous devons nous poser est comment l'activer sans que cela devienne une expérience d'urgence? Et voici la première chose que personne ne te dit sur le jeûne prolongé et qui fait la différence entre une expérience régénératrice et un effondrement. Le jeûne ne commence pas le jour où tu arrêtes de manger. Le jeûne doit commencer des semaines à l'avance. Et plus tôt, au début de la vidéo, je t'ai raconté qu'un hiver, j'ai fait un jeûne de 6 jours tout en gardant mon emploi du temps habituel. Et maintenant, je vais t'expliquer comment j'en suis arrivé là, car ce n'était pas une décision impulsive. Je venais d'une semaine de jeûne intermittent de 24 heures et mon corps s'était habitué à des périodes sans manger. La machinerie métabolique savait déjà changer de carburant et cela a fait que lorsque le premier jour du jeûne prolongé est arrivé, eh bien, je n'ai pas souffert ni ressenti de difficultés ou de drames particuliers. Je n'ai pas eu ni ressenti une faim intense et ce qui est vrai, c'est que j'ai eu une sensation, un désir de manger, c'est-à-dire quelque chose qui était encore là, mais qui n'avait plus l'urgence que cela a quand le corps n'a pas encore appris à attendre. Cet apprentissage préalable est en réalité le protocole lui-même et non le jeûne en soi. Et il comporte 3 niveaux distincts dans lesquels l'ordre de progression compte bien plus que la durée. Le tout premier niveau est celui du jeûne intermittent qui constitue la porte d'entrée, ce qu'on appelle les cycles de 16, 8 et 24 heures. Le format 16-8 est le point de départ universel. Il s'agit de passer 16 heures sans manger et de conserver une fenêtre d'alimentation de seulement 8 heures. Et ce qui se passe pendant ces 16 heures est prévisible et en plus
très bien documentée. Au cours des 4 à 6 premières heures après le dernier repas, le corps épuise les réserves de glycogène hépatique. C'est la phase où tu brûles encore ce que tu as mangé et il n'y a pas encore d'autophagie significative. Sur une période allant de 8 à 12 heures, le glycogène hépatique commence à s'épuiser. L'insuline chute, le gluca, le niveau de glucagon augmente progressivement et le corps commence alors à mobiliser les acides gras issus du tissu adipeux tout en produisant des corps cétoniques au sein du foie, c'est-à-dire que le processus d'autophagie basale commence à s'activer réellement. Et entre 12 et 16 heures, la cétose naissante est déjà véritablement établie. Les corps cétoniques commencent à traverser la barrière hémato-encéphalique et le cerveau, qui jusqu'à il y a quelques heures dépendait presque exclusivement du glucose, commence maintenant à fonctionner avec un carburant que de nombreux chercheurs considèrent comme plus propre et plus efficace que le glucose. Et il existe une référence claire à ce sujet. La clarté mentale que beaucoup de gens décrivent à ce stade est significative. Et nous savons maintenant que ce n'est pas de la suggestion, c'est de la pure chimie. À 16 heures de jeûne, l'autophagie est active à des niveaux mesurables. Bien sûr, elle n'est pas encore à son maximum, mais elle est déjà bel et bien enclenchée. Le jeûne 16-8, pratiqué régulièrement 3 ou 4 fois par semaine, fait 2 choses essentielles qui constituent la base de tout ce qui vient ensuite. La toute première raison, c'est qu'il apprend au corps à changer de carburant de manière fluide et sans aucune panique. Et la seconde raison fondamentale, c'est qu'il réduit progressivement la résistance à l'insuline, ce qui fait que chaque nouvelle période de jeûne devient métaboliquement bien plus facile que la précédente. Et quand tu as réussi cela, le passage à 24 heures devient beaucoup plus simple. C'est simplement quelque chose que tu fais de façon naturelle. Au bout de 24 heures de jeûne, l'autophagie atteint un niveau d'intensité que les études d'Ali Rezaï et ses collaborateurs, en 2010, ont qualifié de particulièrement profonde au sein du tissu neuronal. Et l'article publié dans la revue Autophagie a démontré qu'il vaut la peine de bien comprendre que ce niveau de nettoyage cellulaire dans le cerveau ne se produit pas lorsque tu dors, ni lorsque tu fais de l'exercice, ni même lorsque tu médites. Il n'existe absolument aucune autre situation de votre vie quotidienne, aucune dans laquelle vos neurones activent leur système de recyclage interne avec une telle intensité. La seule manette connue qui est capable de déclencher ce processus biologique dans cette plage précise est le jeûne. Et cela commence dès que vous atteignez 16 heures, pas à 72, mais bien à 16 heures. Maintenant, passons ensemble au niveau 2, la pratique du jeûne prolongé et rigoureusement contrôlée, allant de 24 jusqu'à 72 heures, et c'est ici que commence le territoire que la plupart des vidéos sur le jeûne ne couvrent pas. Et la raison est simple, ils ont peur de le recommander sans nuance. Eh bien, moi, je vais t'apporter ces nuances. Entre 24 et 48 heures, votre métabolisme termine progressivement la transition complète vers la cétose. Les niveaux de corps cétoniques dans le sang qui sont mesurables, d'ailleurs, avec un petit glucomètre à cétone que tu peux acheter, comme je te le dis, pour un prix très abordable de moins de 30 $, commencent à augmenter de façon tout à fait soutenue pendant cette période et la faim, paradoxalement, diminue. Je ne suis pas en train de te dire que la faim disparaît d'un seul coup. Elle finit par devenir simplement bien plus gérable. Elle se transforme alors en ce que j'ai décrit plus tôt comme une simple sensation physique ou un léger désir, mais sans l'urgence qui existe lorsque le corps attend encore sa prochaine source d'énergie. Ce qui se passe au niveau cellulaire dans cette plage est là où les preuves deviennent les plus intéressantes. Une étude de Chang et ses collègues, publiée dans Cell Stem Cell en 2014, a démontré que le jeûne prolongé de 2 à 4 jours entraîne une régénération du système immunitaire médiée par l'autophagie. Et ce qui se passe, c'est essentiellement ceci. Les cellules immunitaires vieillissantes, celles qui circulent dans ton sang depuis des années, accumulant des dommages et fonctionnant de plus en plus mal, sont éliminées par autophagie. Et cette élimination active quelque chose qui, en temps normal, reste endormi, ce qu'on appelle les cellules souches hématopoïétiques. Hématopoïétiques vient du grec hémato qui signifie sang et poiesis, fabrication. En d'autres termes,
Ce sont les cellules souches de ta propre moelle osseuse qui possèdent la capacité de produire et de générer des cellules sanguines entièrement nouvelles, à savoir que sont les globules rouges, les globules blancs ainsi que les plaquettes. En temps tout à fait normal, elles sont dans un état de faible activité, mais une période de jeûne prolongée leur envoie un signal qui les réactive soudainement et leur dit « Il y a de la place, il y a un besoin et il faut construire ». Et c'est précisément ce qu'elles font. Le système immunitaire qui émerge ensuite s'avère être différent de celui qui est entré initialement. Il est littéralement plus jeune et régénéré. Et il est crucial de noter qu'il ne s'agit pas d'une simple théorie abstraite. C'est une réalité biologique au niveau cellulaire, rigoureusement vérifiée et validée par des pairs scientifiques. Entre 48 et 72 heures, l'hormone de croissance, l'AGH, connaît une augmentation notable que les études de Cahill et Owen avaient déjà documentée dans les années 70, et que des travaux plus récents ont également confirmé. Elle peut être multipliée par 5 ou par 10 par rapport au niveau de base habituel. Et dans ce contexte, l'AGH n'est pas celle du culturiste, c'est le signal que le corps utilise pour préserver la masse musculaire tout en utilisant le tissu adipeux comme carburant. C'est le mécanisme biologique qui explique pourquoi un jeûne prolongé bien mené ne détruit pas votre tissu musculaire. Au bout de 72 heures, le métabolisme a achevé une transition que les études cliniques documentent de manière cohérente. Et dans cette fourchette, les marqueurs inflammatoires chutent de façon significative. Les cellules souches de l'organisme sont alors activées et le facteur de croissance IGF-1, qui est considéré comme l'un des marqueurs biologiques les plus constants associés au vieillissement accéléré et au risque de cancer, diminue de manière mesurable et significative. Et ces effets ont été publiés dans Nature Medicine et ont été reproduits de façon indépendante lors d'essais cliniques contrôlés. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'observations de laboratoire sur des souris, ce sont des données recueillies directement chez l'humain. Et maintenant, nous arrivons au niveau 3, le jeûne de 3 à 7 jours, qui est un territoire nécessitant préparation et supervision. Et c'est ce que j'ai fait, et je vais te le raconter avec la précision qu'il mérite. Tu vois, je ne suis pas arrivé au premier jour du jeûne de 6 jours à partir de rien. Comme je te l'ai dit il y a un instant, j'y suis arrivé après des semaines de jeûne intermittent et après une semaine de jeûne régulier de 24 heures. Mon corps savait déjà vraiment ce que c'était que de changer de carburant. Il avait déjà la machine bien huilée. Et le premier jour, en vérité, a été plus facile que ce que j'attendais. Non pas parce que je n'avais pas faim, j'en avais, mais parce que je connaissais déjà cette sensation et je savais qu'il ne s'agissait pas d'une urgence. C'était un signal que je pouvais observer sans y obéir. Le deuxième jour a été le plus difficile de tout le cycle, et pas à cause de la faim, mais à cause de la psychologie, parce que c'est le moment où le corps n'a pas encore terminé la transition métabolique et l'esprit n'a pas encore accepté que cela va continuer. C'est le seuil. Le moment où la plupart des gens qui tentent véritablement un jeûne prolongé sans préparation finissent par abandonner. Le troisième jour a été le point de bascule. Et ici, je veux être très précis parce que c'est l'expérience qui m'a le plus marqué de tout le processus. La faim a disparu, pas progressivement. Il y a eu un moment très particulier, je ne saurais pas vraiment vous dire avec certitude si c'était aux alentours de 2 heures de l'après-midi ou plutôt vers 7 heures du soir. Mais c'était un instant extrêmement précis où la sensation a tout simplement cessé d'exister. Ce n'est pas que je parvenais à la gérer, c'est qu'elle n'était absolument plus là. Et à la place, il y avait quelque chose de nouveau que je ne sais pas très bien comment décrire autrement que comme une forme de précision absolue. L'esprit fonctionnait avec une clarté qui n'est pas habituelle. Ce n'était pas de l'euphorie, mais c'était l'opposé du brouillard, comme si un bruit de fond qui avait été là pendant très longtemps s'était dissipé et que j'avais presque cessé de remarquer à force de m'y être habitué. Du 3e au 6e jour, c'est ce qui a prédominé. J'ai continué avec mon emploi du temps habituel, avec des réunions, du travail, la vie ordinaire, et ce que j'ai réduit, c'est l'exercice physique intense, de façon significative. Et ce n'est pas parce qu'il me manquait de l'énergie pour le quotidien, mais parce que le corps, dans cet état, est en mode conservation et réparation, il n'est pas en mode construction. Et le forcer à construire alors qu'il est en train de réparer, c'est mal comprendre ce qu'il est en train de faire.
Le 5e jour, j'ai commencé à avoir envie de manger, mais ce n'était pas vraiment une faim physiologique. C'était encore une fois du pur désir, une sorte d'anticipation, quelque chose qui ressemblait plus à une simple envie qu'à un besoin physique réel. Et je pense que j'aurais pu continuer encore quelques jours, mais j'avais aussi des engagements qui rendaient cela logistiquement compliqué. Et à la fin du jour suivant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'y mettre fin, c'est-à-dire le 6e jour. Et à ce sujet, il est très important de souligner un point crucial. La sortie du jeûne est tout aussi déterminante que l'entrée. Et c'est précisément à ce moment-là que l'on commet souvent les erreurs les plus fréquentes. Ne romps surtout pas un jeûne de plusieurs jours avec un repas beaucoup trop copieux. Ne romps pas le jeûne avec des glucides simples, car le pancréas n'a pas sécrété d'insuline en quantité significative depuis plusieurs jours, l'épithélium intestinal est en phase de renouvellement et le système digestif a besoin d'être réintroduit au travail de façon progressive. La toute première chose que j'ai prise a été un bouillon d'os avec des légumes chauds. C'était l'hiver, sans solides, sans glucides, et le corps l'a bien accepté. Absolument sans aucun problème, sans l'euphorie digestive que certaines personnes décrivent au moment précis où elles rompent le jeûne de façon brutale, et sans le malaise que provoque une réintroduction beaucoup trop abondante ou bien trop rapide. Les premières 24 heures après le jeûne, je les ai passées avec des liquides et des bouillons. Au cours des 24 heures qui ont suivi, j'ai mangé une purée de légumes avec un œuf dur biologique et un généreux filet d'huile d'olive vierge extra. J'ai probablement aussi mangé un avocat entier. Et si tu le souhaites, tu peux également utiliser du bon beurre de pâturage sur des légumes bien chauds, mais il faut impérativement que ce soit de vraies graisses que ton corps reconnaît parfaitement, et non pas des graisses transformées, c'est-à-dire absolument aucune huile végétale raffinée, ni d'aliments ultra transformés. Et ce n'est qu'après tout cela que j'ai enfin introduit la protéine solide, et je l'ai fait de manière très progressive. Les glucides, que j'évite habituellement de façon assez radicale, ont été les tout derniers à revenir, et ce, en quantité extrêmement limitée et réduite. Si tu phases de réalimentation est bien menée, la période post-jeûne est l'un des états métaboliques les plus favorables que tu puisses créer intentionnellement, car la sensibilité à l'insuline est à son maximum et l'autophagie a éliminé le matériel endommagé. Les cellules qui se renouvellent le font dans un environnement avec moins de déchets, moins d'inflammation et donc moins de bruit métabolique. Et c'est à ce moment-là que ce que tu manges construit réellement. Tout ce que je viens de te décrire, la préparation, les jours de jeûne et la reprise, ce n'est pas un protocole que j'ai inventé. C'est ce que j'ai appris en le faisant moi-même. Et justement parce que je l'ai appris en le faisant, je suis convaincu qu'il existe 3 conditions, sans lesquelles il ne faudrait pas tenter l'expérience. Et ce ne sont pas des avertissements de manuel, ce sont simplement les choses qui font la différence entre une expérience qui te transforme et une expérience qui te fait du mal. Et voici une toute dernière chose importante avant de clore le protocole, et il est vraiment crucial de la garder à l'esprit. Ce niveau de 3 à 7 jours requiert 3 conditions bien spécifiques que tu ne devrais pas considérer comme négociables avec toi-même. La toute première d'entre elles est une préparation progressive. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas ici à partir de rien. On y arrive après plusieurs semaines de jeûne intermittent et de l'expérience avec des jeûnes de 24 heures. Parce que le corps doit avoir appris auparavant à changer de carburant. La deuxième, la supervision. Tu vois, pour les personnes en bonne santé et sans pathologie préexistante, il n'est pas forcément nécessaire d'être à l'hôpital, mais il faut tout de même quelqu'un qui comprenne ce qui t'arrive physiologiquement et qui puisse t'accompagner dans le processus. Si tu as du diabète, une maladie cardiaque, des antécédents de troubles alimentaires ou si tu prends des médicaments de quelque nature que ce soit, alors la supervision médicale, dans ton cas, n'est pas optionnelle, elle est obligatoire. Et troisièmement, écoute ton corps. Parce qu'il y a des signaux qui t'indiqueront que le processus se déroule bien. Par exemple, la diminution de la faim, la clarté mentale ou une sensation de stabilité de l'énergie. Et il y a certains signaux d'alerte qui t'indiqueront que quelque chose ne tourne pas rond. Arythmie, syncope, faiblesse extrême ou confusion.
Les premiers symptômes constituent le chemin que tu devrais rencontrer, mais les seconds sont de véritables messages d'arrêt immédiat. Et maintenant, tu vas voir cette vidéo est la porte d'entrée vers un sujet qui mérite plusieurs chapitres. Et je t'annonce déjà comment je vais les aborder, car ce ne sera probablement pas de la façon dont tu as déjà vu ce type de contenu ailleurs. Le tout premier d'entre eux répond à une question qui semble assez simple, mais que presque personne ne formule correctement. Est-ce que ce que vous mangez est plus important que le moment précis où vous le mangez? La réponse que je vais te donner n'est pas celle à laquelle tu t'attends, car l'horloge circadienne n'est pas seulement un rythme de sommeil. C'est un véritable régulateur du voltage cellulaire. Et lorsque tu manges hors phase, tu ne dérègles pas seulement ton métabolisme, tu dérègles aussi la conductivité électrique de chaque cellule de ton corps. Le second répond à une question que cette vidéo laisse délibérément ouverte. Il y a des personnes qui pratiquent le jeûne intermittent avec discipline et qui n'obtiennent pas les effets attendus. Et en réalité, la raison principale ne se trouve pratiquement jamais dans le nombre d'heures de jeûne, mais plutôt dans ce que ces personnes font pendant ces heures, car il existe une longue liste d'éléments spécifiques qui interrompent l'autophagie et qui n'ont rien à voir avec la nourriture. Certaines de ces substances sont des médicaments, d'autres sont de simples habitudes quotidiennes. Et au moins, l'une d'entre elles est très probablement quelque chose que tu fais chaque matin, sans même te rendre compte que tu éteins précisément le mécanisme biologique que tu essaies d'activer. Si cette vidéo t'a amené à te poser une question, les vidéos qui suivent vont changer radicalement la façon dont tu y répondras. Et maintenant, avant de finir, je t'invite à revenir un court instant avec moi à Tokyo dans les années 80. Osumi est en train de regarder attentivement à travers son microscope. La vacuole de la levure se remplit de vésicules, de petites structures chargées de matériel cellulaire, comme des protéines endommagées, des organites détériorés et des déchets accumulés au fil de décennies de travail qui arrivent méthodiquement pour être démontés et transformés en nouvelles pièces. Ce que voyait Osumi, ce n'était pas simplement une cellule en train de mourir, mais une cellule en train de se nettoyer et de se renouveler activement, utilisant ses propres déchets comme une matière première précieuse pour construire une version bien plus efficace d'elle-même. Et la question cruciale qu'il s'est posée à ce moment-là était la suivante. Et si ce qui ressemble à de la destruction était en réalité un processus d'entretien indispensable? C'est précisément la même question fondamentale qui sous-tend tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Les cas de Yanni, de Werner et de Mahor, les 40 jours d'Alexandrina dans un hôpital de Porto, les décennies de Teresa Neumann sous observation médicale en Bavière, et mes 6 jours d'hiver avec mon emploi du temps habituel et l'esprit bien plus clair que je ne l'avais eu depuis très longtemps. Et ce ne sont pas exactement la même question au même niveau de preuve. C'est évident, il faut le dire. Ce qui est vérifié par une relecture par les pairs et ce qui est documenté sans cela ne sont pas équivalents, mais ils partagent quelque chose de plus profond que la simple preuve scientifique formelle. Toutes ces théories partagent l'idée fondamentale que le corps humain possède des capacités extraordinaires que nous n'avons pas encore fini d'explorer et de cartographier. Nous ne connaissons pas encore la véritable limite du jeûne humain parce que nous n'avons jamais eu les instruments de mesure adéquats pour la quantifier. Et que la décision de manger 3 fois par jour, que nous considérons comme physiologique alors qu'en réalité elle est purement culturelle, entraîne un coût biologique certain que le processus de l'autophagie existe précisément pour gérer. Je ne te demande pas de jeûner pendant 6 jours. Je te demande quelque chose de bien plus simple, que la prochaine fois que tu ressens la faim dans la journée, avant d'aller à la cuisine, tu te demandes si c'est vraiment de la faim ou simplement l'habitude de manger. Et que si c'est une habitude, tu accordes à ta machinerie interne une demi-heure de plus avant de répondre, car pendant cette demi-heure, Osumi a déjà observé ce qui se passe. Ton corps sait exactement quoi faire quand tu lui laisses tout l'espace nécessaire pour le faire. C'est cela, la souveraineté biologique. En avant, toujours plus loin en avant. Et je te lirai avec plaisir dans les commentaires.